Bonjour à tous, je suis Nidal Najib, gérant financier d'Optimum Gestion Financière. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre participation à notre webinaire. Je tiens aussi à remercier Martin Delage, qui est avec nous depuis Montréal, donc notre chef des placements mondial. Et Bonjour à donc, tous. il nous apportera son expertise sur le Canada et les marchés canadiens. Alors aujourd'hui, les inquiétudes des investisseurs portent sur 4 thèmes. La récession, l'inflation causée par la hausse du prix des matières premières, évidemment le resserrement des banques centrales, et enfin, le nerf de la guerre, la performance des marchés. Donc, en ces temps incertains, ce que nous pensons, c'est que le Canada peut faire office d'une excellente valeur refuge. Donc, nous l'avons vu, l'une des conséquences de la reprise post-pandémique a été une forte hausse de l'inflation, une forte baisse des marchés. Et donc, nous allons vous présenter aujourd'hui ce qui fait donc, tous les atouts du Canada et ce qui en fait une zone d'investissement incontournable. Et nous nous efforcerons de faire un comparatif avec l'Europe. Donc, on va tout de suite passer à une présentation de l'économie canadienne. Martin, est-ce que tu peux nous donner un bref aperçu de l'économie? Merci beaucoup, Nidal. Donc, rebonjour à tous. Effectivement, vous voyez ici sur la carte, le Canada est un pays avec un très large territoire, donc peu peuplé, environ 35 millions d'habitants. Et l'économie, par contre, est diversifiée et le Canada profite d'une croissance démographique importante. Donc, le taux de chômage est très bas, c'est à 5,6 %. Quand je parle de croissance démographique, bien, actuellement, le Canada a la croissance démographique la plus élevée des pays du G7. Plusieurs secteurs sont très consolidés au niveau du marché boursier. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais quand on regarde la carte, on voit l'Ontario qui est la province la plus importante. Le secteur manufacturier et financier est concentré en Ontario et au Québec. Évidemment, vous avez l'Alberta qui est producteur de pétrole et la Colombie-Britannique également, qui représente 13 du PIB. Au niveau du gouvernement, bien, le gouvernement est libéral depuis 2015. Donc, le paysage politique est stable et les prochaines élections auront lieu en 2025. Alors, sur ce graphique, ce qu'on peut constater, Martin, et tu l'as dit précédemment, c'est que la croissance de la population au Canada, depuis les années 50 ici présentées, a toujours été supérieure à la croissance de la population en Europe. C'est d'ailleurs un des facteurs qui permet au Canada d'afficher une croissance plus élevée. On peut constater une baisse marquée en 2020, entre 2020 et 2021, à cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie, mais cette tendance devrait s'inverser dans les prochaines années, dans les prochains mois d'ailleurs. Il y a un autre facteur qui est très important, en plus de la croissance de la population, c'est la qualité de l'immigration. Et on a une statistique de l'OCDE qui est assez parlante. C'est le pourcentage de la population entre 25 et 34 ans qui a un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc au Canada, ce pourcentage s'élève à 66 %. Et pour comparer, en France, on est à 50 % et en Allemagne, on est à 36 %. Donc, ça montre que cette immigration, cette croissance de la population est une croissance de qualité. Donc, en conclusion de cette première partie, on a vu que le Canada dispose d'une économie qui est diversifiée, qui est solide et qui profite d'une croissance démographique importante. On a aussi vu que le Canada est riche en ressources naturelles et peut-être qu'on pourrait rentrer en détail dans ce thème, Martin, peut-être qu'on pourrait voir qu'est-ce qui fait du Canada un pays riche en ressources naturelles. Bien, premièrement, comme on peut voir ici, le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole, donc les États-Unis qui sont premiers, l'Arabie saoudite, ensuite la Russie et le Canada est quatrième. Donc, le Canada dispose d'une indépendance énergétique et qui est quand même c'est clé actuellement en période de pénurie. Mais également, le Canada est autosuffisant au niveau alimentaire. Donc, on voit la production annuelle de céréales. Le Canada est également le quatrième producteur de céréales. Et vous avez l'Ukraine qui est le premier producteur.
Donc, en plus, au Québec, plus spécifiquement, on dispose d'une économie, d'une énergie plutôt renouvelable, l'hydroélectricité, une énergie verte et qui est très avantageuse au niveau du prix. Donc, ça favorise également les producteurs, le secteur manufacturier qui disposent d'une source d'énergie stable et peu dispendieuse. Alors, si on doit faire un comparatif avec l'Europe, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que l'Europe a une certaine dépendance énergétique, notamment sur le gaz, vis-à-vis de la Russie. D'ailleurs, c'est la source des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, entre autres. On a aussi pas mal de problèmes en France sur la maintenance des centrales nucléaires, etc. Donc, cette dépendance a été accentuée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc ça va toucher directement les ménages, évidemment, mais aussi la compétitivité des entreprises européennes par rapport aux entreprises nord-américaines et canadiennes en particulier. Donc, ce qu'on pense, c'est que cette situation, elle devrait perdurer dans les prochains mois, avec un hiver qui risque d'être difficile cette année et peut-être l'année prochaine. Et donc, on va devoir se sortir petit à petit en Europe de cette situation. Ça va coûter de l'argent, on va devoir faire des investissements, notamment sur des infrastructures qui nous permettraient d'importer du gaz naturel depuis l'étranger par bateau, donc des terminals GNL, de la maintenance de centrales, de l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc, ça va être un thème très important sur les prochaines années en Europe. D'ailleurs, Nidal, le Canada va participer au cours des prochaines années au niveau de l'énergie, à offrir de l'énergie à l'Europe. En fait, cet été, le chancelier allemand est venu au Canada rencontrer le premier ministre justement pour discuter d'exportation d'énergie. Puis actuellement, il y a un terminal qui est en construction à Terre-Neuve, la province de Terre-Neuve, qui devrait permettre, à partir de 2025, d'exporter du gaz naturel liquéfié vers l'Europe. Donc, on va être un des joueurs clés qui va permettre, entre autres, à l'Europe et à l'Allemagne d'atteindre l'autonomie énergétique. Ou en tout cas de diversifier les sources d'énergie. Très bien. Donc, on a parlé des ressources naturelles. Ça a été un élément clé dans les hausses d'inflation qu'on a vues dans les pays développés. En Europe, par exemple, l'inflation liée à l'énergie représente entre 40 et 50% de l'inflation qu'on connaît. Et puis, ça commence à se diffuser dans les autres secteurs. Et donc, les banques centrales ont décidé de réagir. Et ici, on va essayer de voir comment se compare le Canada, l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'en zone euro, le risque de stagflation est important. Alors, la stagflation, c'est quand on a un environnement économique dégradé, avec une très faible croissance, voire une contraction de l'économie, et une inflation qui est très élevée. Donc ici, sur ce graphique, on présente l'indicateur de surprise d'inflation, c'est-à-dire dans quelle mesure l'inflation qui est publiée est supérieure aux attentes des économistes et une probabilité de récession à horizon 1 an. Et on voit qu'en haut à droite, plus on est en haut à droite, plus le risque de stagflation est important. C'est le cas de la zone euro. Et si on la compare au Canada et aux États-Unis, on peut voir que ce risque est moins important au Canada et aux États-Unis, ce qui en fait une zone d'investissement un peu plus sûre. D'ailleurs, je pense que c'est important de le mentionner par rapport à la récession. La croissance, alors le FMI a revu ses perspectives de croissance au mois d'octobre et pour 2023, il les a revues à la baisse. Donc, en zone euro, la croissance en 2023 est prévue autour de 0,5%. C'est 3 fois moins que le Canada. Donc, le FMI s'attend à 1,5% de croissance au Canada. D'ailleurs, quand on regarde maintenant du côté du Canada, ce qu'on peut dire, c'est que la Banque centrale de la Banque du Canada a quand même réagi assez rapidement cette année, en début d'année, pour justement combattre l'inflation.
Donc, on voit la ligne bleue, qui est le taux directeur de la Banque du Canada. On est à 3,25 actuellement. Une autre hausse possible de 50 points de base, peut-être 75 points de base est à venir la semaine prochaine. Mais ceci étant dit, pour combattre l'inflation, la Banque centrale a quand même n'a pas hésité à augmenter les taux de 1 au mois de juillet. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, elle a commencé en début d'année, mais elle accélère son mouvement de hausse justement pour combattre l'inflation. Puis l'impact, bien, on le voit déjà, l'inflation a atteint un sommet de 8,1 au mois de juin au Canada. Actuellement, on est à 6,9. Donc, on ne baisse pas aussi vite qu'on le voudrait, mais ceci étant dit, l'inflation est à la baisse, contrairement à l'Europe où l'inflation continue d'accélérer. Oui, d'ailleurs, c'est un point important. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la Banque centrale à réagir finalement, parce que dans un premier temps, la Banque centrale européenne avait sous-estimé la hausse à venir d'inflation et surtout la persistance et la diffusion de l'inflation liée à l'énergie dans les autres composantes, les biens, les services et les biens alimentaires surtout. Et donc, quand cet effet a été souligné par la BCE, l'institution a décidé de réagir en commençant son resserrement monétaire par une première hausse au mois de juin, puis une hausse beaucoup plus importante plus récemment de 0,75%. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ce resserrement monétaire en zone euro se fait dans un climat économique qui est plus dégradé qu'au Canada ou en Amérique du Nord. Et donc, les risques liés à une erreur de politique monétaire sont plus importants. Et donc, les mois à venir vont être assez critiques pour la Banque centrale européenne parce que son resserrement monétaire se fait, donc le retrait du soutien monétaire se fait dans des conditions qui sont de plus en plus mauvaises. Donc, finalement, on a vu que le Canada avait des très bonnes dynamiques de croissance, une banque centrale qui est très crédible, qui arrive petit à petit à juguler la hausse rapide de l'inflation. Et maintenant, Martin, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact sur les marchés financiers? Tout à fait. En fait, plus spécifiquement, le marché canadien des actions diffère du marché européen par sa structure. Il offre des leviers différents. Donc, quand on regarde, je parlais tantôt qu'on avait des oligopoles au Canada, vous avez 4 exemples de secteurs qu'on considère des oligopoles. Le secteur ferroviaire, donc 2 sociétés qui contrôlent 90 du marché, 6 grandes banques qui contrôlent 70 la distribution alimentaire contrôlée par 3 grands joueurs à travers le Canada, donc qui détiennent 60 du marché, et les télécoms, il y a 5 sociétés de télécoms, dont une éventuellement qui devrait, en fait, qui est en processus de vente, là. Donc, il va en rester 4 et ils contrôlent 98 du marché. Donc, très concentré. Ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que cette concentration-là, cet oligopole, ce système permet une rentabilité supérieure. Donc, on le voit dans le graphique de gauche en bas. On voit, par exemple, les différents secteurs qui offrent une rentabilité sur une base de rendement sur l'équité supérieure à celle de la bourse de la SPTSX, là, qui est la bourse de référence au Canada. Et cette rentabilité supérieure, on le voit à droite dans le graphique, là, ça se répercute sur la performance des différents secteurs qui est nettement supérieure. Donc, on voit que d'investir dans les secteurs concentrés permet d'avoir des performances supérieures à celle à la Bourse de Toronto, en fait, à tous les autres secteurs. Donc, et ce que je rajouterais, c'est quand même la gestion active au Canada est très importante justement pour pouvoir aller se concentrer et acheter les secteurs qui surperforment en termes de rentabilité. Et on veut surtout éviter les secteurs qui sont moins rentables, dont le secteur des ressources naturelles, entre autres, qui est très volatile, mais également, mais aussi une rentabilité souvent qui varie selon les cycles économiques.
quand on regarde la bourse canadienne aujourd'hui, quand on regarde un des ratios, celui des cours-bénéfices, prix-bénéfice, donc price-earning en anglais, le ratio cours-bénéfice, on constate que le marché canadien a corrigé quand même de façon importante avec un ratio de 11,5 actuellement, un cours-bénéfice de 11,5. Donc, ça se compare avantageusement aux cours-bénéfices qu'on a connus dans des périodes de correction, donc par exemple l'année 2008, 2008-2009. Donc, le niveau de valorisation est extrêmement attrayant actuellement et beaucoup plus attrayant même que quand on regarde le marché américain, oui, qui a corrigé, mais dont le ratio cours-bénéfice reste à 16,4, somme toute correct, mais pas un niveau attrayant pour acheter. Alors, tu le mentionnais, Martin, le Canada a l'air attrayant et c'est d'ailleurs, on voit que l'Europe se situe à des niveaux de valorisation à peu près similaires. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte en Europe dans ces ratios de valorisation, c'est des risques qui sont quand même un peu plus importants. Alors, on va les reciter, hein, on a la guerre, on a une inflation qui est peut-être un peu plus difficilement contrôlable en Europe et enfin la dépendance énergétique qui risque de durer. D'où le fait que le Canada apparaisse un peu plus intéressant sur ces ratios de valorisation que les États-Unis ou l'Europe. Voilà. Donc, sur ce graphique, ce qu'on a essayé de montrer, c'est l'écart de performance entre le Canada et l'Europe. Ici, les performances sont présentées sur des périodes de 5 ans, des périodes glissantes de 5 ans. Et ce qu'on peut constater, alors il y a deux constats. Le premier, c'est que sur des périodes de 5 ans, le marché canadien ici dans son ensemble, on parle vraiment du marché avec l'énergie, les ressources naturelles, etc. Le marché canadien dans son ensemble n'a affiché une performance négative sur 5 ans que sur une seule période, donc celle qui s'est terminée en 1994 avec moins 9%. Un deuxième constat, c'est que c'est un marché qui se comporte très bien quand on est on est dans des périodes de crise ou en sortie de crise. Donc, on peut le voir après l'explosion de la bulle techno en 2000, en 2008 et en 2011 lors de la crise de dette en zone euro. Donc, des performances qui sont consistantes et qui sont plutôt rassurantes pour l'avenir. Donc, pour résumer, si on devait résumer en 4 points cette présentation, ce qu'on peut dire sur le Canada, c'est qu'on a une croissance démographique soutenue et qualifiée, donc une croissance de qualité, une indépendance en termes de ressources naturelles, des marchés financiers qui sont axés autour de secteurs oligopolistiques, et d'ailleurs, on essaie, nous, d'en profiter dans nos stratégies de gestion, et enfin, un système bancaire robuste qui parvient à nourrir l'économie. Donc, ça résume un peu pourquoi nous pensons que le Canada, en ce moment, et surtout pour les prochaines années, par rapport aux autres zones géographiques qu'on a, représente une valeur refuge ou en tout cas peut générer un moteur de performance important. Donc, merci beaucoup pour votre participation. On va passer à la période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans le chat qui est disponible à cet effet et on va nous les relayer. Il y a une première question, je vais vous la lire. Quel a été l'impact de la baisse démographique sur l'économie canadienne et quelles sont les mesures prises pour renverser cette tendance? En fait, la pandémie, ce qui est arrivé au Canada, là, quand la pandémie a ralenti, en fait, même arrêté l'immigration au Canada. Ceci étant dit, l'immigration reprend tranquillement et les objectifs demeurent les mêmes. Le Canada a besoin d'immigration pour soutenir la croissance de sa population. Vous avez vu, le taux de chômage est très bas, est à 5,6. Il y a des provinces, certaines provinces, le taux de chômage est en bas de 5 à titre d'exemple, il y a des villes, la ville de Québec, entre autres, un taux de chômage de 2,5 Donc, ça vous donne une idée des besoins
que le pays a en termes de ressources humaines. Donc, en fait, ça a été une pause due à des circonstances extraordinaires, mais ça va reprendre au cours des prochaines années. Donc, Ce ça qui est quand devrait même se important, ce qui est quand même important de noter sur les graphiques qu'on a présentés un peu plus haut, c'est que la croissance démographique est tout de même restée positive. ouais. Alors, et aujourd'hui, on est à 0,5% sur un an, alors qu'en Europe, on est plutôt proche de la décroissance à moins 0,1%. Donc, c'est quand même, ça reste quand même positif malgré la pandémie. Merci. Il y a une deuxième question par rapport aux politiques monétaires. À combien de hausses de taux vous attendez-vous au Canada par rapport à l'Europe en 2023? En 2023. En fait, grosso modo, du côté du Canada, actuellement, on est à 3,25, qui est le taux officiel, le taux d'escompte de la Banque du Canada. On s'attend à une hausse d'environ 1 de ce qu'on appelle le taux terminal, le taux qui devrait normalement être suffisant pour faire baisser l'inflation, ralentir l'économie. D'ailleurs, l'économie canadienne ralentit déjà. Le secteur immobilier, quand même, était très performant. Même en fait, la dernière année, on avait vu au Canada quand même un secteur immobilier extrêmement vigoureux, même un peu trop. Actuellement, on est en train de vivre une correction du côté du secteur immobilier, mais une correction qui est très, très ordonnée et qui est très nécessaire compte tenu des hausses de taux. Donc, 100 points de base. Je dirais possiblement 1 de plus que les taux européens, j'imagine. 1%, ouais, 1% de moins en Europe. Oui, Les 1 de attentes, moins en Europe, c'est exact. ça. En gros, en Europe, on a fait à peu près, en zone euro en tout cas, on a fait à peu près un quart du chemin. Donc, s'attendrait encore à 2% de hausse sur les prochaines réunions d'ici mi-2023. Merci. Une question suivante. Quels sont les OPC que vous commercialisez en France? Alors, en France, on commercialise donc un OPCVM. Je pense qu'on a une page en annexe sur, il me semble, peut-être pas. Bon, on commercialise un OPCVM qui est le Fonds Optimum Action Canada, qui est disponible. C'est un fonds vert, hein, un fonds UCITS ouvert, qui est libellé à la fois en dollars canadiens et en euros en fonction de la devise sur laquelle vous gérez vos placements. Et donc, ce fonds-là est accessible via des contrats d'assurance vie ou directement en nous contactant pour organiser les souscriptions. Merci. Et il y a une autre question. Vous aviez mentionné que le Canada surperforme en période de crise. Comment s'est comporté le marché cette année par rapport au marché européen? Le marché canadien a été un des meilleurs marchés, en fait, malgré qu'il soit à la baisse. Évidemment, tous les marchés boursiers cette année ont connu une année difficile, mais le marché canadien a nettement surperformé le marché européen et également surperformé aussi le marché européen. Donc, malgré la tempête ou la turbulence sur les marchés financiers, le Canada, c'est quand même le marché boursier a bien tenu. Et quand on regarde également 2008, aussi 2007-2008, le système bancaire canadien, on le mentionnait, est très solide, là. Les banques canadiennes n'ont pas souffert autant. En fait, les banques canadiennes ont très, très bien performé en 2008. Elles n'ont pas eu besoin d'aide du gouvernement. Donc on peut dire qu'en période de crise, le Canada passe les tests de façon très bien, très. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Ouais, sur. ce que je pourrais ajouter, c'est que le Canada, en dollars canadiens versus l'euro, le Canada a perdu quelque chose de l'ordre de moins 9% en dollars canadiens. En euros, on est plus sur les indices actions en Europe, on est plus de l'ordre de moins 20%. Mais si on se place du point de vue d'un investisseur européen, ou en tout cas un investisseur en zone euro, la devise canadienne cette année a aussi très bien fait par rapport à l'euro. Donc, on est autour de moins 4% pour un investisseur, même un peu plus d'ailleurs, entre 0 et moins 5% pour un investisseur
en zone euro qui a placé ses fonds en dollars canadiens. Donc, c'est plutôt une belle année pour les actions canadiennes, encore mieux pour un investisseur de la zone euro. C'est une meilleure année, en fait. Hein? Ce n'est pas une belle année sur les marchés boursiers. Là. On C'est une s'entend. meilleure année. On Exactement. s'entend, c'est pas. Mais c'était moins, les pertes ont été moins importantes. Merci. On a une autre question. Comment est-ce que le marché des obligations, je suppose ici canadiennes, ou en tout cas, Nidal, tu pourras nous donner aussi ton avis sur les obligations européennes, comment ce marché a-t-il évolué depuis le début de l'année? Bon, mais écoutez, du côté des obligations, le marché a été très difficile au Canada. Donc, la baisse des obligations, de l'indice obligataire, on baisse environ de 12 avec les taux longs quand même, la partie longue de la courbe qui a baissé de environ 25 Donc, on n'a pas fait moins bien ni pire que, par exemple, les autres marchés. Il faut dire aussi au Canada, sur le graphique qu'on voyait tantôt, on n'a jamais eu de taux négatif. Hein. Donc, on est parti de niveau de 0,25, 0,50 du côté des taux d'intérêt. Mais ceci étant dit, évidemment, le marché obligataire a souffert comme l'ensemble des marchés obligataires à travers le monde, compte tenu de l'inflation qui s'est emballée au Canada. Et la Banque du Canada en fait, la Banque du Canada a, depuis plusieurs années, est une des banques centrales qui utilise une cible d'inflation. Donc, la Banque du Canada travaille, en fait, communique sur les marchés sa cible d'inflation qui est actuellement entre 1 et 3 donc, en bas de 1 ils interviennent en baissant des taux, en stimulant, et en haut de 3 ils interviennent également pour ralentir l'économie. Donc, et actuellement, bien, de toute évidence, on est en haut de 3 Donc, la banque a monté les taux de 3 depuis le début de l'année avec un impact quand même important, comme l'ensemble des marchés obligataires dans le monde cette année. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En zone euro, c'est à peu près la même image. Depuis la création de la zone euro, depuis qu'on peut parler d'obligation de la zone euro, c'est la pire année. On est au 30 septembre, hein, on est à quasiment moins 17% sur l'ensemble des obligations de la zone euro, l'indice des obligations de la zone euro. C'est du jamais vu hein, depuis la création de la zone. En fait, la même chose au Canada, c'est la pire année. En fait, l'année auparavant, une année qui avait été très difficile, mais là, on retourne en 1994. Donc, il faut revenir en 1994 pour avoir une année pas aussi difficile que cette année, mais une année négative. Là, cette année, c'est vraiment une année hors norme, là, je dirais, exceptionnelle. Merci. Et encore une question, peut-être la dernière. Y a-t-il des risques de tensions politiques ou est-ce qu'on a vu des mouvements sociaux au Canada face à l'inflation? Bien, écoutez, oui, il y a évidemment, il y a des risques de tension, il y a des conflits. Ceci étant dit, évidemment, le risque demeure élevé. Les travailleurs, vont demander des augmentations de salaire qui risquent d'être plus importantes que les années précédentes. Il y a eu certains conflits, mais en général, il y a un règlement, donc ça se règle relativement à la satisfaction soit de l'employeur ou de l'employé. Donc, mais pour l'instant, peut-être que ça va venir, peut-être qu'on va voir plus de tensions. Ça va dépendre évidemment de la direction. Si l'inflation demeure élevée encore longtemps, plusieurs mois, quelques années même, eh bien évidemment, il va y avoir des revendications. Et puis là, évidemment, on aura probablement à ce moment-là un peu plus de conflits. Mais pour l'instant, je dirais, quand on regarde en Europe, là, on est peut-être on n'a pas le même genre de blocage. blocage, de requête ou de grève. Mais il ne faut pas exclure là, que c'est fort possible si l'inflation se maintient. Vous n'êtes pas des grands grévistes au Canada. Ben, je sais pas.
Il y a quand même une grande partie de la population, beaucoup de travailleurs qui sont syndiqués, hein, mais il faut dire aussi qu'il y a des conventions collectives qui ont été signées il y a quelques années, là, alors que les taux d'inflation étaient plus bas. Donc, ces conventions-là, souvent, ont été signées pour 3, 4, 5 ans. Donc, on va les réouvrir, ces conventions-là, au cours des prochaines années. Donc, bon, évidemment, ben là, ça va dépendre du taux d'inflation à ce moment-là. Très bien. Quels sont les secteurs qui ont sous-performé au sein du marché canadien et serait-il favorable, selon vous, d'investir dans ces secteurs? Bien, je dirais un des secteurs qui a le moins bien performé, puis c'est à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis puis en Europe, c'est la technologie, hein. Donc, le secteur technologie au Canada, qui est à peu près 15-16 de l'indice, bien évidemment, a souffert, entre autres, des multiples qui étaient plus élevés sur ces secteurs-là, donc sur les titres de technologie, donc parce que la croissance est supérieure aux autres. Et également, bien, donc ce secteur-là a souffert. C'est un secteur qui est attrayant, évidemment, si on pense que les taux d'intérêt vont atteindre un sommet bientôt suite à l'inflation. Donc, le secteur de la technologie a souffert. Bon, les ressources naturelles ont bien fait, pétrole, etc. L'autre secteur, bien, également, qui a souffert, c'est la consommation discrétionnaire. Donc, évidemment, les hausses de taux, l'inflation dans la nourriture, l'énergie, etc., bien, consommateurs canadiens ont un peu moins d'argent disponible pour des achats discrétionnaires. Donc, c'est un secteur qui a baissé. Je dirais que ces deux secteurs-là ont du potentiel. Merci à vous pour vos réponses. On n'a plus de questions dans le chat. Bien, merci à tous. Merci pour votre participation Merci et beaucoup tout le monde peut-être pour à votre bientôt pour participation. notre prochain webinaire.